À Los Angeles, Alain Mabankou, auteur et professeur de littérature et de langue française à l'Université de la Californie. Il vient de publier Rumeurs d'Amérique il y a quelques semaines. Alain Mabankou, on est très heureux de vous retrouver. J'avoue que ça fait quelques jours, sinon quelques semaines qu'on essaie de pouvoir vous parler. Oui. Parlez-nous d'abord de votre démarche. Ça fait quand même des années que vous êtes aux États-Unis, vous êtes du Congo-Brazzaville, vous avez vécu en France. Et vos Rumeurs d'Amérique, dans le fond, vous retracez les cultures ambiantes, l'ambiance qui règne aux États-Unis en ce moment? Je pense que j'ai eu la chance de vivre à la fois à la côte Est et à la côte Ouest où je suis actuellement. J'ai vécu dans le Michigan qui doit vous rappeler quelque chose puisque c'était un des États les plus prisés dans cette élection qui, le jour de l'annonce des premiers résultats, Donald Trump s'était revendiqué propriétaire, entre guillemets, avant que ça ne puisse tourner avec les mails. Et puis, j'ai vécu également, et je vis également à Los Angeles. Et donc, Rumeurs d'Amérique, pour moi, est un livre plutôt personnel, subjectif, où j'analyse un peu les rapports personnels. Je peux parler de la vie de tous les jours, de la composition raciale de telle ville, mais se vit sous la forme de ce que je pourrais appeler une sorte d'autobiographie, mais du continent américain où je me retrouve aujourd'hui, où j'enseigne la littérature à l'Université de la Californie, Los Angeles. Oui. Est-ce que vous êtes étonné de ces résultats aussi serrés, que Trump exerce encore sur une grande part de l'électorat, même l'électorat racisé, que ce soit les Latinos, que ce soit les Afro-Américains, qui exerce une telle fascination et recueille quand même plus de voix que ce qui était envisagé? Non, je ne suis pas étonné parce que je suis plutôt étonné que les gens soient étonnés. Okay. Ça fait des décennies que l'Amérique est devenue pratiquement bipolaire. Il y a deux éléments presque contradictoires. Regardez, en 2000, on a eu pratiquement la même scène. Il a fallu aller jusqu'à recompter les voix. On a failli avoir à ce moment-là George Bush qui allait perdre la Californie, qu'il a gagné vraiment d'un couteau comme ça devant Al Gore. Et pendant que... Pardon, la Floride, excusez-moi. Et pendant que tout cela se passait, on s'était dit que, ça serait peut-être une Amérique qui changerait. Mais seulement l'Amérique n'a pas vu venir le nouveau visage. Elle devient de plus en plus mélangée. Mais plus elle devient mélangée, plus l'aspect blanc, le côté blanc de l'Amérique a l'impression de perdre tous les privilèges qui faisaient d'eux jusqu'alors les maîtres du monde. Donc, moi, je pense que ça se joue de plus en plus sur les jeunes qui, aujourd'hui, ont pris conscience du dépassement de la question raciale et des suprémacistes blancs, puisque Trump ne représente pas, en général, l'ensemble des républicains. Trump, normalement, il est même minoritaire à l'intérieur des républicains, mais les républicains acceptent la victoire quelle qu'elle soit. Ils préfèrent perdre leur âme et gagner l'élection. Parce qu'évidemment, on dit toujours qu'il y a deux Amériques. En Californie, où vous êtes, M. Biden a une très forte majorité. Mais pensez-vous, avec ce que vous évoquez sur les questions raciales, qu'au fond, puisque le ticket Biden-Harris, et Trump a beaucoup joué là-dessus, Kamala, dans sa prononciation, c'est pas vrai que ça va être une femme noire, la première femme présidente des États-Unis. Pensez-vous que ça a joué aussi pour mobiliser les... Non? Non, je ne pense pas que ça a joué. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que les démocrates, pendant l'élection de 2016, avaient comme une certaine assurance que Hillary Clinton allait l'emporter. Et n'oublions pas que les démocrates étaient divisés entre ceux qui soutenaient Bernie Sanders et ceux qui soutenaient Hillary Clinton. Et ceux qui soutenaient Bernie Sanders détestaient à mort Hillary Clinton. Or, moins vous allez au bureau des votes, plus Donald Trump a la chance. Or, cette fois-ci, les Américains qui s'étaient trompés, en tout cas les progressistes qui s'étaient trompés et qui n'étaient pas allés aux élections, ils sont allés. Se sont rajoutés aussi tous les mouvements sociaux qui sont passés aux États-Unis, les assassinats, les bavures policières, le président qui applaudissait les suprémacistes, etc. Tout cela, ça a créé une autre dimension silencieuse, presque. Moi, je prédisais pratiquement ce qui se passait dans le sens où la première vague serait Donald Trump qui va, le premier jour, donner l'impression qu'il a gagné.
tout simplement parce qu'il a commis l'erreur de demander à ses supporters de ne pas voter par correspondance ou par courrier, mais d'aller sur place pour montrer, parce que lui, il aime ce qui est visible, ce qui montre la quantité. Alors que Joe Biden disait, votez dès maintenant, envoyez vos courriers. Et voilà qu'on dépouille, on se rend compte que vous avez cité tout à l'heure la Pennsylvanie, il était déjà presque à 700 000 voix d'avance. Et voilà, et ça descend. À la dernière fois que j'ai vu, c'était pratiquement dans les 50, 60... Oui, 50 quelques mille, donc la marge rétrécit. Cela dit, on se croit encore en campagne électorale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, M. Mabanckou, comme si, avec la déclaration de M. Trump tout à l'heure, après 48 heures de silence, il attaque le système électoral. Il dit, on ne va pas laisser faire ça. It's a disgrace. On ne va pas se laisser voler l'élection. Comment réagissez-vous à ça? Vous, ça vous inspire quoi, ces attaques de Trump à l'endroit de... C'est la marque déposée de Donald Trump. Il sent que quelque chose est en train de lui échapper. Il ne supporte pas la défaite. Il ne supporte pas que quelqu'un puisse être dans la lumière sans qu'il soit là. Il avait disparu à un moment dans la journée. Mais entre-temps, Joe Biden est venu faire un discours fédérateur en disant que soyez calmes, laissez les élections se faire, le comptage de voix se faire, etc. Biden a eu une posture présidentielle. Et je pense que Donald Trump est venu parler même contre le gré de ses conseillers, puisque quand il est arrivé, c'est pour dire des choses qui ne sont pas vraies, d'accuser. D'un côté, il dit arrêtez de compter, mais il dit mais non, quand même, continuez à compter dans l'Arizona où je suis en avance, mais c'est où je peux rattraper. Non, c'est pas possible. Donc, en gros, Donald Trump estime qu'une élection est bonne lorsqu'il a gagné et elle est mauvaise lorsqu'il a perdu. Comme homme de lettres, Alain Maban, comme homme de lettres, je pense que vous avez des comparaisons savoureuses, comme par exemple, je crois que vous avez mentionné que ce que Trump fait maintenant, c'est un peu comme une fable de La Fontaine. Racontez-nous. Je pense que dans la fable de La Fontaine, il y a une fable dans laquelle, justement, je crois que c'était le lion et le rat. Je pense que le rat dormait dans un trou quelque part. Et puis, le lion avait posé sa petite patte là. Et puis, le rat est sorti. Le lion ne l'a pas mangé et le rat est parti. Et une fois, le rat est arrivé. Il trouve le lion dans les filets des humains. Et le rat s'est souvenu que c'est le lion qu'il avait laissé aller. Et le rat a mangé seulement une petite maille du filet. Et au fur et à mesure, il a ouvert tout. Donc, on dit une maille rongée emporta tout l'ouvrage. La Fontaine dit cela. Mais moi, je reverse cette fable en disant que Donald Trump cherche seulement à ronger les mailles pour ouvrir peut-être le mal, ce qui va faire que la société, aujourd'hui, son discours... Son discours, c'était contre la démocratie, là. Et je rappelle que vous êtes professeur de littérature, mais aussi vous avez aussi une belle comparaison pour les deux camps, Trump et Biden. Je pense que... Shakespeare, non? Oui, on peut aller du côté de Shakespeare, mais parfois, il faut revenir aux réalités qui sont là, que les jeunes d'aujourd'hui puissent voir. Parfois, j'en ai souvent marre des comparaisons qui sont trop lointaines et nos jeunes ne comprennent pas. Prenez simplement l'exemple. On est comme dans l'automne du patriarche de Gabriel Garcia Marquez, où le roi ou le président ou l'autocrate se sent invincible. Et même quand il est mort, il pense qu'il va continuer à gouverner. C'est un peu cela. On est aussi dans la vie et demie de l'écrivain congolais Sonny Laboutansi, où on pense que le monarque va vivre pendant longtemps parce que il a pu gagner les Latinos de la Floride parce qu'il leur a fait peur sur le communisme qui frappait à la porte des États-Unis. Il a payé des campagnes dans les radios hispaniques pour cela, alors même que c'était carrément vendre du rêve à ces mêmes hispaniques qu'il critique. Il veut construire des murs. Il y a une histoire des parents qui ont été détachés et ces jeunes hispaniques, pour la plupart des Cubains, afro-cubains et des Vénézuéliens, sont tombés dans ses bras avec un gouverneur de la Floride qui obéit aux ordres de Trump. Moi, je pense que ça serait bien pour l'Amérique maintenant qu'on ait l'image d'un père de famille comme de Joe Biden. Il est quand même ça.